Voilà ma présentation qui sera beaucoup plus descriptive, va parler justement de cette prétention de, vous me voyez déjà venir, hein, de gouvernance managériale inclusive dans le secteur extractif en Afrique subsaharienne à partir de deux études de cas en Côte d'Ivoire et au Mali. Je vais rapidement situer l'enjeu de la gouvernance managériale et essayer de euh, poser un cadre théorique en lien avec la gouvernance des communs, euh, après quoi je présenterai la méthodologie et les deux études de cas. Le premier cas ivoirien autour d'une approche managériale, mais dans un contexte légal du code minier, là, et dans le cas malien, beaucoup plus une initiative, une promesse du manager canadien qui veut réinventer les choses. Donc, rapidement, voilà un peu de tout ce débat sur le problème de la gouvernance en Afrique est actualisé ces dernières années avec un peu le retrait de l'État. C'est des débats qui sont menés dans une vision locale, décentralisée, et qui aussi ont été revitalisés par toutes les perspectives en responsabilité sociale des entreprises, dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable. Mais dans la réalité, comme c'est dit dans la littérature, cette soft régulation qui est incarnée par les projets en responsabilité sociale des entreprises prétendent ou visent la fabrique d'une nouvelle forme de gouvernance mondiale, mais qui aussi est politisée, notamment via les approches en citoyenneté corporative, en citoyenneté de l'entreprise, avec surtout une substitution au rôle régalien qu'on connaît de l'État. Donc la question qui nous intéresse en contexte africain, c'est de savoir si cette gouvernance qui promet donc la justice sociale et le développement économique via notamment l'atteinte des objectifs des développement durable, mais qui est de nature privée, en remplacement donc de l'État, donc du régime public. Est-ce que ce régime-là, mais qui aussi s'appuie sur le marché dit de la vertu, qui, dans mon sens, je vais plutôt l'appeler un petit marché de dupes, là, est-ce que ça peut pouvoir atteindre les objectifs de l'inclusion telle qu'on peut l'entrevoir dans une perspective de la gouvernance des communs? Donc, c'est la question que pose d'emblée donc l'enjeu de cette gouvernance matérielle, managériale qui, si on peut reprendre un peu ici, est basée sur des arrangements institutionnels de nature discriminatoire dans la mesure où le gestionnaire choisit à qui l'entreprise, les parties prenantes auxquelles l'entreprise voudrait faire du bien et quel type d'ODD elle voudrait bien promouvoir. Et moi, ma critique, c'est que si les modalités de cette gouvernance managériale semblent rappeler le modèle donc, des communs, du fait de sa promesse partenariale d'inclusion, elle s'en distingue à bien d'égards parce que la gouvernance des communs, en dehors donc, de l'État et du marché, ne repose pas sur des présupposés d'un État démissionnaire, d'un État complice, d'un État hors jeu et d'un marché de dupes et de jungle. Donc, notamment, je fais ici allusion à la question de la prédation des ressources naturelles en Afrique, mais plutôt des arrangements supplétifs via lesquels les collectifs peuvent eux-mêmes se prendre en charge. Et donc, la question fondamentale est celle donc des mécanismes de coordination via lesquels les gestionnaires donc, de ces minières-là en Afrique peuvent valablement promouvoir ces ODD. Et je rappelle déjà qu'il y a toute une littérature critique sur la prétention ou les limites donc d'une gouvernance managériale en Afrique à répondre à tous ces enjeux-là. Donc, dans ces conditions, moi, la question de recherche
au cœur de ma communication, c'est une interrogation sur la capacité du modèle de gouvernance managériale à véritablement être partenarial. Est-ce que vous me suivez? Oui. Parce que j'entendais un bruit là. Je me disais que la question, l'interrogation qui suscite la question, les questions que je formulerai tantôt, c'est cette capacité donc de ce modèle à être véritablement partenarial dans un contexte africain donc de démission de l'État et de duperie du marché, ce qui en réalité est tout le contraire du fondement des économies libérales occidentales, où le partenariat dans ce sens-là, quand même, va se baser sur des présupposés acceptables. D'où la question de recherche. La première, c'est comment, dans donc, les conditions donc, de faiblesse donc, de l'État post-colonial et de toute puissance du marché, les gestionnaires parviennent-ils à garantir la part juste et équitable aux communautés locales du secteur extractif en Afrique subsaharienne? Et la question subséquente, ce modèle de gouvernance peut-il augurer donc le jour du capitalisme du bien commun pour dialoguer avec les collègues de cet atelier, donc qui, dans ma vision à moi, ce modèle réconciliant ainsi les fondements donc d'une gouvernance managériale dans le volet de la citoyenneté corporative et la gouvernance des communs dans le volet donc de partenariat, notamment de l'autodétermination des collectifs. Donc voilà un peu la question. Le cas théorique, c'est celui donc de la gouvernance des biens communs, qui est de plus en plus pertinent dans l'éthique donc des affaires et qui initialement a été conçu par Ostrom et ses collaborateurs en vue d'une gestion optimale des ressources naturelles. Donc, ce modèle des biens communs, l'idée générale polycentrique, c'est que les collectifs locaux peuvent eux-mêmes s'autogérer, se donner eux-mêmes donc des règles, avec l'idée que ces communs-là se développent à la périphérie donc des institutions publiques et des logiques marchandes. Dans l'analyse que je vais vous proposer, je vais tenir compte en fonction de cette théorie-là donc de deux éléments. Le premier est relatif aux problèmes posés par le bien commun. Et là, il s'agit souvent donc des enjeux locaux dans une perspective qui pourrait réconcilier donc l'agentivité locale, donc la capacité d'agir des acteurs locaux et les structures institutionnelles à leur portée. Ça peut être par exemple les provisions d'un code minier ou ça peut être par exemple d'autres structures de gouvernance que leur proposent les gestionnaires. Et la seconde, le second élément, la solution, va plutôt tenir du modèle de gouvernance inclusive dans lequel les forces hégémoniques, ici notamment l'hégémonie est tenue par les gestionnaires et ceux avec lesquels ils vont faire alliance. On verra que dans le cas africain, c'est notamment avec l'administration et l'État, comment ils vont co-construire donc des solutions d'action collective avec ceux qui sont marginalisés, donc les forces contre-hégémoniques et dans le cas de figure, les membres de la communauté locale. Donc voilà un peu bon, l'idée dans ce cadre théorique, comment les acteurs locaux sont-ils capables de résoudre leurs problèmes. Donc les problèmes que ces acteurs locaux définissent eux-mêmes, donc dans leur capacité à se donner les règles, un peu l'idée d'agentivité qu'expliquait Emmanuel tantôt et la solution justement dans la capacité donc de coordonner les points de vue hégémoniques et contre-hégémoniques pour résoudre les conflits d'intérêts, les enjeux, les dilemmes sociaux, etc. Donc voilà, l'hypothèse, c'est que le modèle donc, de gouvernance managériale sera inclusif s'il permet aux collectifs, aux parties prenantes locales de s'auto-organiser en fonction donc, des contextes, des problèmes qu'ils souhaitent résoudre pour gérer leurs biens. Voilà la méthodologie, donc deux études de cas, comme je le disais au début. En Côte d'Ivoire, depuis 2019, mais je continue à suivre cette étude de cas-là parce qu'il y a eu beaucoup de développement politique, comme vous allez vous en rendre compte à l'heure. Et au Mali, depuis 2021, donc deux mines au Mali, aurifères et de manganèse en Côte d'Ivoire, au Mali, tenu par des juniors canadiens et en Côte d'Ivoire par
des Indiens. Donc, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce cas, c'est que ces deux pays-là symbolisent tout l'enjeu géopolitique africain actuel. Donc, deux États postcoloniaux, l'un, la Côte d'Ivoire, qui est un modèle d'économie libérale occidentale, et l'autre qui est ouvertement pro-russe, hein, et engagé dans un processus donc, de décolonisation avec des enjeux qui touchent beaucoup au secteur minier, comme vous le savez. Dans les deux cas, c'est des contextes sociaux, donc des entreprises minières, toutes dans la ruralité africaine et qui vont se baser sur ce qu'il y a donc de repères institutionnels négociés ou imposés donc dans ces cadres-là. Des études qualitatives habituelles, donc des entrevues, de la documentation et surtout des observations lors donc, des visites de terrain qui ont été faites très très longtemps et qui se poursuivent notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, dans le cas de la Côte d'Ivoire, je vais commencer par là. Euh, il faut étudier la gouvernance managériale en question autour, dans le contexte de ce qu'on appelle le comité de développement local minier. C'est une provision justement du code minier de la Côte d'Ivoire qui permet donc de mettre en œuvre ce comité-là qui pilote tout ce qui touche aux responsabilités sociales de l'entreprise. Donc, c'est là que nous tenons l'élaboration donc, du développement, du plan de développement communautaire en concertation avec les autorités locales et administratives du pays. Le CDLM est présidé par le préfet, donc l'État, mais c'est le directeur expatrié de la mine, puisque c'est lui qui le finance, qui est à la manœuvre et qui maîtrise les élus locaux et les trois représentants par communauté, donc le chef local, le responsable des jeunes et les femmes. Mais la question de fond dans ce cas ivoirien, avec ce, ce manager indien, c'est que l'acceptabilité, euh, on est comme on joue entre deux espaces ici. L'acceptabilité politique donc du projet, et évidemment l'implémentation, la mise en œuvre de ces projets-là est souvent négociée par les cadres influents donc, de la région qui sont à Abidjan, qui sont comme des entremetteurs entre les minières et donc les chefferies traditionnelles qui, eux, sont mal informés donc des impacts. Donc ici, les décisions sont prises ailleurs, on vient les mettre en application dans la localité traditionnelle. Trois problèmes à résoudre. Donc la question de la délimitation des communautés en vue donc du partage, la location des biens. Et le second, la nature justement de ces projets donc, qui participent du développement local, ces 14 communautés impactées par les activités minières. Et de trois, l'arbitrage des conflits, les conflits d'intérêts entre les minières et ces communautés-là. Bon, les solutions envisagées via le CDLM et dans lequel la gouvernance managériale intervient, c'est que tout d'abord, il y a la question de la délimitation administrative des territoires en 14 visages impactés qui est divisée en trois groupes. C'est-à-dire qu'on va voir, c'est une politique donc de décentralisation qui devrait normalement favoriser l'accès donc des locaux à la prise au processus de prise de décision, mais qui dans ce cadre figure ne les arrange pas parce que ça va faire justement l'affaire des pouvoirs hégémoniques. Les décisions relatives à l'attribution des fonds, leur usage, tout cela est défendu en assemblée territoriale dans des séances d'information, mais les décisions sont prises ailleurs. Donc, les enjeux de contestation des terres, héritage, les barèmes de dédommagement, etc., tout cela est lié, laissé à le libre cours donc, du manager qui sait sa manière donc, de régler les problèmes. Une petite anecdote, lorsque j'ai pu rencontrer à l'époque le manager indien et que je l'ai confronté par rapport à certains doubles langages, il m'a dit que tous ces gens-là, que ce soit de l'État ou des communautés, des jeunes, des associations de femmes, qui ont pu dire ceci ou cela, si c'était devant lui, il dirait le contraire. Tout simplement parce que, évidemment, il s'est
donner de quoi pour que les gens disent ce qu'ils veulent entendre devant eux. Donc voilà un peu les solutions, grosso modo. Je crois que le temps, là, je dois être en retard sur le temps pour aller très vite, sont dictées en partage une règle donc, de 50%, 30% et 20%, selon qu'on est de la première communauté qui joue la mine, ensuite un peu plus loin et finalement la troisième catégorie. Bon, évidemment, cette manière donc, de classifier, donc d'allouer les ressources est contestée par ces communautés. Mais le cas le plus grave, c'est le cas de la ville mine, là, qui vraiment est l'exemple typique de comment une mine peut paupériser une communauté locale victime de la pollution, la poussière, la famine, la perte des terres agricoles, tous ces enjeux-là. Mais devant ces contestations-là, la population locale a porté plainte contre et les gestionnaires et l'État. Et après les gestionnaires, la Cour, les communautés aidées par des ONG de défense des droits humains ont porté plainte contre leur État, contre l'État de Côte d'Ivoire, à la Cour de justice de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et un arrêt a été rendu le 30 novembre 2023, l'année dernière, contre l'État de Côte d'Ivoire pour violation donc, des droits humains donc, de ces communautés locales alentour de la mine. Donc, une grande première. Mais on va voir ce que ça va donner en termes justement donc, de réparation des dommages. Bon, bref, donc pour rapidement conclure ce cas ivoirien, c'est que je pense que c'est en mettant donc, les protagonistes, les collectifs locaux eux-mêmes au cœur des enjeux, des problèmes qu'ils rencontrent, que les gestionnaires pourront véritablement proposer donc des solutions enviables et réconcilier les différentes parties protagonistes en conflit les uns avec les autres. Dans le cas malien, rapidement, j'ai encore combien de minutes? Je peux aller? Bon, je ne vous entends pas, donc je continue. Mais j'ai l'impression que j'abuse. Il, OK, il ne d'accord. te reste pas de minutes, mais on te laisse une minute pour finir parce que OK, c'est trop d'accord, merci. intéressant. Okay, dans le cas malien, voilà, donc des jeunes euh, euh, Canadiens, parce que c'est une mine jeune, eux, ils viennent pour proposer une autre manière de faire de la responsabilité sociale. Je laisse le contexte malien que vous connaissez avec les troubles, le conflit, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gestionnaires, dans ce cas, vont se baser sur le contexte traditionnel qui va, par exemple, privilégier le dialogue, l'invitation à la tolérance, l'hospitaliser comme des mécanismes donc, de résolution des conflits. Donc, dès le départ, ils proposent eux-mêmes dans ce qu'ils appellent une promesse donc, de co-développement avec les communautés locales, un modèle donc, de co-engagement qu'ils définissent comme une nouvelle vision de développement durable qui implique donc de protéger, donc de valoriser le capital humain des communautés en s'appuyant sur la formation de la main-d'œuvre, le développement des compétences, etc. Cette bonne volonté, malheureusement, est limitée, comme dans le cas ivoirien, par des structures administratives. Ici aussi, on va distinguer trois zones de délimitation pour accéder à tout cela. Donc, c'est la zone d'influence restreinte de la mine, donc, dans un rayon de 7 km. Ensuite, une zone d'influence directe et une zone d'influence diffuse, un peu plus loin. Donc, le plan de développement communautaire qui a donc été élaboré et mis en œuvre avec la participation des communautés locales va se voir un peu limité par cette découpation territoriale. Dès le départ, la mine a été très, très bien accueillie à cause justement de la nouvelle vision du co-développement que promettaient euh, les Canadiens, mais et pour la plus grande part, beaucoup donc de ces engagements-là, notamment en lien avec les femmes, les jeunes, la construction d'infrastructures, tout cela a été respecté. Mais la question de la répartition, justement, de tout cela va buter et va amener justement les conflits qu'on connaît souvent dans ces contextes-là de partage donc des dividendes. Les membres des communautés vont reprocher à la mine de communiquer ses initiatives de développement, notamment avec l'administratif, et
moins associer donc les chefs de village, les jeunes, etc. Et dans les zones d'influence directe, donc la deuxième catégorie, la création d'emplois est quasiment inexistante, contrairement à la zone des privilégiés, etc. Mais en gros, 78% pensent que les miniers devraient être davantage traités avec les chefs de village qui ont un rôle à jouer dans la prévention des conflits plutôt qu'avec les gens de l'administration parce que ceux-là ont certainement un autre agenda, une autre logique que nous n'avons pas. Rapidement, pour conclure, c'est que pour que vraiment la gouvernance managériale soit inclusive, il faudrait qu'on aille aux questions instituées par l'État, donc des solutions d'allocation des ressources envisagées dans la délimitation donc, en zone d'influence, etc. L'autre élément aussi, c'est que l'entreprise peut mettre en œuvre des programmes de développement en impliquant davantage ces acteurs locaux eux-mêmes. Et finalement, on peut co-construire donc des solutions d'action collective pour résoudre donc les problèmes avec les différents groupes sociaux en associant donc ces groupes-là à la réflexion, à la définition de leurs problèmes.